Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu Archives des étoiles. Jacques Salomé, bonjour. Bonjour. Blanche-Neige vous a fait de vous un esclave? Non, pas du tout, c'est mon imagination qui a fait le reste. C'est l'imagination dans la vie qui fait que nous pouvons rêver, que nous pouvons à la fois modeler le réel peut-être et le rendre, le faire qu'il puisse rejoindre jusqu'au rire des étoiles. Est-ce qu'on a vraiment besoin, surtout dans les périodes que nous traversons, de décupler notre imaginaire? Tout à fait, parce que je crois que nous vivons dans une société qui nous dépossède de nos pouvoirs. Ce sont des multinationales qui décident ce que nous allons bouffer dans 10 ans, comment nous allons vivre, quels sont le nombre de mètres carrés de sable, de neige et de soleil que nous aurons pour nos vacances. Et je crois qu'aujourd'hui, chaque homme et chaque femme tente de se réapproprier une parcelle de vie, un pouvoir sur lui-même, d'où d'ailleurs la prolifération des démarches de développement personnel, de changement. Et le type de travail que je propose, qui est un travail beaucoup sur le symbolique, participe de cette réappropriation au fond et de sa parole et de son pouvoir de vie. Alors ce livre que vous venez de publier aux éditions Albin Michel, ce sont des contes. Vous en êtes l'auteur et il y a également des personnes qui vous ont inspiré? Je suis l'auteur de la plupart des contes et puis je me suis autorisé à publier des contes qui ont été faits par des stagiaires qui ont participé à mes sessions de formation et qui m'ont autorisé à publier les contes qu'ils avaient créés pour leurs propres besoins. Parce que c'est notre pouvoir au fond. Nous pouvons, si nous acceptons, mais je vais commencer par le début peut-être, si nous acceptons de découvrir au fond que les maladies sont des langages symboliques et quel que soit l'élément déclencheur, ce qui veut dire donc que si ce sont des langages symboliques, ça veut dire que nous pouvons les traiter par des symboles. C'est un des impasses aujourd'hui de la médecine, de la chirurgie, c'est qu'elle s'est soignée, la médecine d'aujourd'hui, avec une incroyable compétence, un dévouement formidable de la part du personnel soignant, c'est soigner mais ne sait pas guérir. Parce que pour guérir, au fond, il faudra accéder au sens. Et le sens, nous pouvons y accéder que par le symbole. Et au fond, il y a deux grandes démarches thérapeutiques. La démarche psychanalytique et toutes les écoles qui en découlent, rendre l'inconscient un peu plus conscient. Au contraire, la démarche que je propose moi, envoyer des messages à l'inconscient, s'adresser à l'inconscient. Et la voie royale pour s'adresser à l'inconscient, c'est la poésie, c'est la fantaisie, c'est l'imaginaire, c'est le langage symbolique. Nous pouvons donc nous envoyer des messages et les contes participent de cela. Quand vous avez écrit le conte du Petit Dauphin, eh bien, chacun de ces contes, il y en a 72 dans mon recueil, ils ont été étalonnés pendant 3 ans. C'est-à-dire que je les ai fait circuler sous forme de polycope. Ce qui fait donc ils ont été faits donc pour quelqu'un, un enfant, un ex-enfant, un stagiaire ou quelqu'un que je connaissais, et ils ont tous rempli leur fonction. Il n'y en a qu'un que je signale dans le livre qui n'a pas rempli son office, qui n'a pas, entre guillemets, suscité. C'est le conte de la petite gazelle qui avait besoin d'intimité pour faire l'amour. C'est une femme qui faisait du vaginisme et qui depuis 15 ans ne pouvait pas avoir des relations sexuelles. Et j'avais fait ce conte-là pour elle, pour peut-être ouvrir quelque chose, ouvrir un espace de possible. Et j'avais imaginé peut-être qu'elle ne pouvait pas faire l'amour parce qu'elle craignait son propre regard sur elle-même. Elle se voyait faisant l'amour et ça la bloquait tellement que ça bloquait tout. Et par contre, dans ce conte qui n'a pas eu d'effet sur cette personne pour qui je l'ai fait, il a eu de l'effet sur au moins 5 personnes, puisque j'ai reçu du courrier des femmes qui m'ont écrit, qui m'ont dit bien, je me suis lu ce petit conte et quelque chose s'est ouvert en moi. Avant de laisser la parole à Marie-Jeanne Denis, ces contes, habituellement les contes c'est pour les enfants. C'est écrit pour les enfants. Il y a quelques petits contes coquins dans votre livre. Tout à fait, mais parce que petit bonheur. Oui, bien sûr. D'abord parce qu'il faut se rappeler que nous sommes tous des ex-enfants et que nous croyons que les contes sont écrits par les enfants, mais ils sont faits par les adultes. Et les adultes, Hoffmann, Perrault, Grimm, la comtesse de Ségur, qui ont fait des contes et des histoires, ont réglé à travers ça pas mal de contes. Entre guillemets, COM-PTS, ont réglé leurs propres comptes vis-à-vis des personnages significatifs de leur histoire. Les contes, j'ai découvert cela d'ailleurs en les écrivant,
ça donne une liberté incroyable, ça donne la liberté de tout dire. Vous avez dit, il y a des contes coquins, je ne crois pas qu'ils sont coquins, ils disent les choses qu'on ne dit pas habituellement. Et c'est vrai que ça m'a donné, et ça donne à ceux qui le font, une liberté incroyable de dire dans tous les domaines, celui de la sexualité, celui de la violence, celui des rêves, celui des fantasmes, celui de l'abandon et de la confiance. C'est vrai que c'est un langage fabuleux. Voulez-vous nous lire le conte du petit bonheur? Je vais vous laisser le temps de le chercher. Il faut que et puis je ne sais plus dans quel endroit il est dans le... On va mettre un petit peu de musique en attendant. Oui, voilà. Il était une fois un petit bonheur appelé Clito. Très timide, souvent apeuré, il cherchait à naître, à sortir des limbes de l'attente. C'était pourtant un bonheur plein de désirs de vie, de rencontres et de plaisir. Mais, sur sa tête de petit bonheur, pesait une véritable montagne de peur, de chagrin, de blessures anciennes, de tristesse noire ou grise et aussi de beaucoup de refus. Le malentendu, c'est qu'il cherchait à soulever cette montagne avec seulement sa tête. Il ne savait pas encore que le bonheur ne se cherche pas avec la tête, mais avec les émotions, avec les sentiments et surtout avec les étonnements de l'imprévisible mêlés à de la confiance. Ce qu'il ne savait pas non plus, c'est que de l'autre côté de la barrière des peurs, des refus, bref, derrière cette montagne qu'il voulait soulever avec sa tête, il y avait son double appelé Rhys. Rhys, à l'inverse de Clito, était plutôt ouvert, plus libéré. Ce qui le caractérisait, Rhys, c'était l'impatience, l'intrépidité. Il était capable de prendre tous les risques pour entrer dans le plaisir. Mais son désir le plus secret était de rencontrer Clito et de ne former qu'un avec lui, de retrouver une unité perdue, de se retrouver entier. Le bonheur, c'est peut-être cela, se sentir entier, unifié. Il est dans les meilleures ventes en librairie. Est-ce que vous pensez que ça doit répondre à une demande, évidemment? Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos familles ou chez nos enfants? Est-ce que ça se dégrade de plus en plus? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais je crois que ce qui se passe, c'est un phénomène banal à la fois et très important, c'est que nous sommes trop pris dans le langage réaliste. En cette fin du XXe siècle, on se veut logique, rationnel, intellectuel, et nous perdons au fond notre relation à ce qui fait peut-être l'essentiel de la vie, l'imaginaire et le symbolique. Et je crois que c'est pas par hasard que ce livre a autant de succès. C'est vrai, il est sur la liste des best-sellers actuellement dans plusieurs revues, et parce que je crois qu'il touche chacun. C'est un langage simple. Au fond, j'écris des contes qui parlent de la vie, qui parlent des attentes de chacun, l'attente du plaisir, les peurs. Par exemple, le conte qui montre que derrière toute peur, il y a un désir. Pour moi, c'est une évidence psychologique vraiment évidente. Malheureusement, j'ai découvert ça à 50 ans. J'ai 58 ans cette année, et je regrette vraiment d'avoir découvert cela simplement à 50 ans, que derrière toute peur, il y a un désir. Alors c'est vrai qu'en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant que partenaire, moi j'ai proposé pendant des années mes peurs à mes enfants. Tu feras attention en traversant, tu t'attardes pas, tu feras tes devoirs, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Je propose les peurs, alors que si je découvre que derrière toute peur, il y a un désir, je pourrais proposer mes désirs. Je le désire bien que tu arrives sans incident à l'école, je le désire que tu réussisses tes études, je le désire que tu passes le bac. Et le jour d'ailleurs où chaque adulte découvre que cette évidence pour moi, que derrière toute peur il y a un désir, et s'il se met à proposer plutôt cela à ses enfants, à son partenaire, aux gens qui sont autour de lui, eh bien il introduit la révolution relationnelle. Eh bien ces contes qui parlent au fond simplement de la vie, au ras des pâquerettes, dans le quotidien, permettent comme ça à chacun d'accéder
adulte se réapproprier peut-être un regard nouveau, une parole plus juste, une écoute plus authentique dans la relation avec l'autre et dans la relation avec soi-même. Je comprends. Et est-ce que vous pensez qu'on peut institutionnaliser des règles de relation? Est-ce qu'on peut, je sais que dans Tais-toi quand tu parles, votre dernier livre, avant-dernier livre, vous établissez quelques règles d'hygiène relationnelle. Est-ce que vraiment on peut imposer ce genre de règles? Là, vous touchez, pas imposer, non, pas imposer. Là, vous touchez un point sensible. Ça veut dire que moi, je me bats depuis 25 ans pour qu'on enseigne la communication à l'école, au même titre que le calcul, l'histoire, le français, la géographie. Je suis indigné, je suis scandalisé qu'on n'enseigne pas une matière aussi évidente. Et c'est vrai, le livre auquel vous faites référence, Tais-toi quand tu parles, est, au fond, en sous-titre, s'appelle « Jalons pour une nouvelle grammaire relationnelle ». Ce livre, je l'avais écrit pour l'éducation nationale. Je l'avais offert même à l'origine pour que l'éducation nationale l'édite et l'offre gratuitement à tous les enseignants qui pourraient en faire la demande et qui voudraient justement apprendre la communication à l'école, au même titre que le calcul, je le répète, l'histoire, le français, la géographie. Eh bien, bon, l'éducation nationale n'a pas accepté, ce livre a eu un succès également très grand. Il décrit, il donne quelques règles d'hygiène relationnelle. On apprend nos enfants à se couper les ongles, à se peigner, à se laver, et on ne leur apprend pas ce qui fait pour moi l'essentiel de la vie, la vivance de la vie, la sève de la vie, la communication humaine. Et ce qui fait que nous nous retrouvons infirmes de la communication. J'ai découvert cela très tôt dans ma vie. À 18 ans, dans mes premières relations amoureuses, eh bien, j'ai découvert que j'étais un handicapé, que j'étais un infirme. J'étais naïf, je croyais qu'il suffisait d'aimer et d'être aimé pour que ça marche. Et très vite, dans mes premières relations amoureuses, j'ai découvert qu'il manquait quelque chose au-delà des sentiments, la communication. Et personne ne m'avait appris. Dans ma vie professionnelle, pareil, j'étais bardé de diplômes, j'étais une grosse tête, je croyais que ça suffisait. Et puis très vite, j'ai découvert que, mais non, ça ne suffisait pas. Et quand j'ai été père moi-même de famille à 24 ans, ça a été le trou, ça a été la béance. Ce sont mes enfants d'ailleurs, je leur suis très reconnaissant. Je suis le père de 5 enfants qui sont aujourd'hui des adultes. Ce sont eux qui m'ont délogé de mes certitudes, qui m'ont montré qu'il y avait une différence entre ce qui était dit et ce qui était entendu. Voilà une règle d'hygiène relationnelle. Quand je disais à un de mes fils, tu sais, Eric, le mercredi, par exemple, on avait mis des jours, c'est à toi de mettre la table. Il me disait, j'ai pas envie. Et moi, j'étais outré, je comprenais pas. Puis un jour, je dis, mais attends, quand je te dis mets la table, qu'est-ce que tu entends? Et lui, il me répond comme ça un jour, mais j'entends que tu me dis d'arrêter de jouer. Donc quand il me répond, j'ai pas envie, il ne répond pas à ce que je dis, il répond à ce qu'il a entendu. Ça, c'est très important à savoir. Également, quand je dis, par exemple, arrêtez, quand je dis à tous les adultes, à tous les parents, à tous les amoureux du monde, arrêtez de pratiquer la relation klaxon, c'est-à-dire à base de tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est incroyable, la violence... Oui, la violence que ça crée dans une relation de dire tu au lieu de dire je. Si j'ai envie de faire l'amour avec ma partenaire ce soir, et ça sert à rien que je la disqualifie en disant mais t'es pas normal, t'as jamais envie, t'es frigide, t'es comme ta mère, non. Et il faut mieux que je parle de moi. C'est vrai que moi j'ai envie de faire l'amour, toi tu n'as pas envie, bien je me sens un peu frustré, je me sens un peu perdu. Ok, je peux au moins parler de moi et non sur l'autre. Voilà une simple règle d'hygiène relationnelle. Arrêtez de parler sur l'autre pour parler à l'autre. Vous remettez en cause l'éducation des parents par rapport à leurs enfants ? Fondamentalement, et je remets en cause, et je voudrais, il ne s'agit pas de culpabiliser les parents, déjà on fait porter beaucoup de choses, il s'agit de montrer que nous sommes dans un malentendu incroyable. D'ailleurs, je vais le dire quand même, puisque j'ai l'occasion de parler sur une radio, je crois que c'est pas neutre, que dans aucun pays du monde, les gouvernants n'enseignent la communication. Parce que le jour où on enseigne à communiquer, c'est-à-dire à mettre en commun, à se définir, à se positionner, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on aura moins de moutons, on aura moins de gens qu'on pourra mener par le bout du nez, auxquels on pourra faire avaler des couleuvres. Je crois qu'on aura des gens plus autonomes, plus responsables, qui savent au fond, qui savent se définir, qui savent dire, se positionner, de quoi ils ont envie, et ça va changer complètement les relations. Vous savez, je vais raconter une histoire, parce que je fais des conférences depuis 10 ans. Je dois être un des rares, je crois, en France, à réunir 2-3 000 personnes par conférence, avec l'abbé Pierre et peut-être Mère Thérèse, on ne doit pas être nombreux à pouvoir réunir comme ça, sans musique, sans guitare, sans décor, sur le simple fait de sa parole, 2-3 000 personnes qui viennent écouter un bonhomme parler de communication. Eh bien, je dis souvent cette anecdote dans mes conférences.
commence. La révolution relationnelle, ça commence dans un couple, quand l'un des deux, devinez lequel, dit « il n'y a pas de moutarde ce soir » et que l'autre devine laquelle, au lieu de se lever un peu coupable, un peu confuse, ne bouge pas ce soir-là et dit « oui, tu as vu qu'il n'y avait pas de moutarde ?» Eh bien, une dame m'a écrit après une de mes conférences et m'a dit « c'était pas la moutarde, c'était le sel ». Et mon mari me dit « il n'y a pas de sel ce soir » et moi qui depuis 18 ans me lève toujours un peu coupable de ne pas être une bonne ménagère, je bouge pas ce soir-là et je lui dis « oui, tu as vu qu'il n'y avait pas de sel ?» Il s'est levé, il m'a donné une paire de gifles. Eh bien, cette femme me disait dans sa lettre « je voudrais vous remercier, monsieur Salomé, pour cette gifle que j'ai reçue. » Parce qu'elle m'a fait découvrir quelque chose de très important. Elle m'a fait découvrir que j'aime cet homme, avec qui je vis depuis 18 ans, que j'ai envie de continuer avec lui, mais plus du tout dans le même système relationnel. C'est un système qu'il m'a proposé et que j'ai entretenu, bien sûr, mais qu'aujourd'hui je ne veux plus entretenir. Je veux montrer à cet homme que je ne suis pas au service de ses désirs, que je ne suis pas au service de ses besoins. Vous voyez, quand il me dit d'une voix dolente, quand il regarde son émission préférée, il reste de la bière au frigidaire, je peux me lever et déboucher le bouteille de bière, ça la mousse. Ça, c'est un geste de tendresse, c'est un geste d'amour. Il n'y a plus de communication. Mais non, voilà. Mais quand ça devient une habitude, quand ça devient un système, non, il n'y a plus de communication. D'ailleurs, je vais vous le dire, j'annonce un scoop, dans 15 ans, les hommes ne trouveront plus de femmes qui voudront vivre avec eux. Je le répète au cas où on m'aurait mal entendu, les hommes ne trouveront plus de femmes qui voudront vivre avec eux. Je veux dire par là, ils trouveront des femmes pour la rencontre, un week-end, une soirée, mais plus du tout de femmes pour vivre ce qu'on appelle aujourd'hui le couple, le partage d'un territoire, d'un projet de vie, peut-être faire des enfants ensemble, partager des désirs, partager des projets, faire quelque chose ensemble, ils ne trouveront plus. Et l'amour, c'est comme le feu, il faut savoir l'entretenir. Exactement, exactement. Vous voyez, vous énoncez là quelque chose que moi je ne savais pas à 20 ans, à 25 ans, que ce n'est pas les sentiments qui maintiennent deux êtres ensemble, que c'est la qualité de la communication qu'ils vont pouvoir établir l'un avec l'autre. Ça veut dire se remettre en cause tous les jours, non seulement se reparler. remettre en cause, vraiment je le dis de façon simple, vous savez, je ne fais pas de discours sur la communication, je suis une sorte de jardinier, de praticien, je parle au ras des pâquerettes, pas uniquement se remettre en cause, pratiquer des règles d'hygiène relationnelle, il y a des moyens, j'en ai énoncé une tout à l'heure, ne pas parler sur l'autre mais parler à l'autre, par exemple, ne pas utiliser le on. Je dis, ceux qui ne me croient pas, je dis souvent, quand vos amis rentrent de vacances et que l'un des deux dit « on a passé des vacances formidables aux Baléares », je dis souvent « regardez la tête de l'autre ». Je trouve plutôt impersonnel. Voilà, c'est impersonnel. Ouais. Et c'est vrai qu'on a été éduqué avec ça. Peut-être vous-même, vous vous souvenez que vous ne pouviez pas commencer une rédaction, une dissertation, en disant « je ». Il fallait utiliser une périphrase, un euphémisme, un pronom impersonnel. Voilà le monde dans lequel nous vivons. On nous a appris à incommuniquer. Vous parliez de moutons tout à l'heure, et inévitablement, ça me fait repenser au livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, et vous parlez de règles aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre des rites ? Ah, tout à fait, des rites. Et, vous touchez là d'ailleurs un point très important. Vous savez que nous sommes en France, tout au moins dans une culture à dominante catholique, on était, et il y avait des rituels, la communion, la confirmation, le sacrement du mariage, etc. Ce sont des rituels de passation, de changement d'état. La communion, par exemple, c'est un rituel qui nous faisait passer de l'état de petit enfant à l'état d'enfance. La communion solennelle de l'enfance à l'adolescence. Ces rites disparaissent. Les grandes fêtes disparaissent avec leur sens profond. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, les gens mettent des maladies. Ils mettent des maladies qui sont des langages symboliques, ce qui fait que, par exemple, une hépatite virale, une infection qui va surgir dans la vie de quelqu'un, va être une sorte de changement d'état. On va passer de l'adolescence à l'âge adulte, de l'âge adulte à l'âge un peu plus adulte. Une femme, par exemple, va peut-être accepter de commencer à se sentir femme en faisant un cancer, parce qu'elle va découvrir tout un pan de sa vie. Je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est grave d'oser introduire des somatisations dans son existence, alors qu'on pourrait introduire un peu plus de symbolisation. Je viens de faire une tournée à la Guadeloupe, de conférences et de séminaires. Une dame m'a abordé, m'a dit, vous savez, je ne vous connaissais pas, j'ai écouté une de vos cassettes, mes conférences sont enregistrées, une cassette qui s'appelle Accord et à cri et qui parle justement de la mise en mox quand on ne peut pas dire des mots, quand il y a le silence des mots, on va le dire avec la violence des mox, M-A-U-X. Elle m'a dit, bien, en écoutant cette cassette, j'ai compris quelque chose qui dure depuis 13 ans. Ma fille, depuis 13 ans, fait des pustules sur les cuisses, un véritable eczéma.
j'ai fait soigner par tous les médecins. Je suis venu en métropole, c'est-à-dire en France, en Suisse, voir un des meilleurs spécialistes, ça n'a rien donné. Tout d'un coup, en écoutant votre cassette sur les reliances entre des somatisations et des blessures affectives de notre vie, j'ai compris qu'à l'âge de 4 ans, ma fille avait perdu son grand-père, c'est-à-dire mon père, auquel elle était très très attachée. Et que nous, les parents, pour ne pas lui faire de la peine, on lui avait caché la mort du grand-père et l'enterrement. Et on lui avait dit beaucoup plus tard, quelques mois plus tard. Et quand j'ai fait cette reliance-là, je l'ai dit à ma fille. Et ma fille s'est mise à pleurer en disant mais c'est vrai, et je vous en ai beaucoup voulu, parce que j'ai pas pu dire adieu, j'ai pas pu dire au revoir à ce grand-père que j'aimais. Et cette femme a dit, eh bien écoute, on pourra aller sur sa tombe, et tu pourras déposer un objet symbolique qui représente tout l'amour que tu avais pour ce grand-père. Et elle me disait comme ça, eh bien c'est incroyable, vous allez me croire, mais il y en a peu qui me croient, toutes les pustules, l'eczéma que ma fille traînait depuis 13 ans, a disparu du jour au lendemain. Et un eczéma, vous voyez, qui faisait que cette jeune adolescente ne pouvait même pas se mettre en maillot sur la plage. Et quand on vit à la Guadeloupe, ne pas pouvoir se mettre en maillot, c'est terrible. Et elle me disait, elle avait amené d'ailleurs, mais l'adolescente ne voulait pas s'approcher de moi, elle restait avec la timidité, la pudeur des jeunes filles. Elle me dit, vous voyez, c'est ma fille, je l'ai amenée justement à votre conférence pour vous dire ça. Et elle me remerciait, mais je dis mais non, c'est vous que vous pouvez remercier, parce que c'est vous qui avez pris le risque, au fond, de faire des reliances, d'introduire comme cela du symbolique, de relier une blessure, une somatisation, avec une perte, avec une séparation, avec une blessure que votre fille avait inscrite dans son corps. Alors comment se délivrer de tous ces blocages ? Par cet apprentissage de la communication. Vous savez, je suis formateur en relations humaines depuis 25 ans, c'est ma vie, je propose des sessions, je ne fais aucune publicité parce que mes stages sont pris pendant 2 ans à l'avance, donc je n'invite pas les gens vraiment à m'écrire pour s'inscrire. Donc ça s'apprend, la communication s'apprend. Par exemple, savoir qu'il y a 3 grands langages, le langage réaliste, le langage de l'imaginaire, le langage du symbolique, et que si l'ensemble de ces 3 langages fait 100, j'ai envie de dire que le langage réaliste ne fait que 20% de la communication. Le langage de l'imaginaire et du symbolique, ça fait 80% de la communication humaine, c'est-à-dire les 4/5. Et beaucoup d'hommes et de femmes d'aujourd'hui se privent des 4/5 de la communication. Ça veut dire donc qu'ils ont des communications avortées, ça veut dire qu'ils ont des communications qui les réduisent au lieu de les amplifier. Ils ont des communications qui les coincent dans leur tentative pour se dire. Vous savez, c'est tonton Freud qui nous avait appris cela. Sigmund Freud, il y a 103 ans, plus d'un siècle, nous avait appris que les blessures les plus profondes n'étaient pas tant l'événement que le silence sur l'événement. Je vais donner un exemple concret. Une petite fille de 4 ans, en allant, ou 5 ans, 6 ans, en allant à sa leçon de piano chez l'épicier du coin, il lui met la main dans la culotte. C'est vrai qu'elle est blessée, c'est vrai qu'elle est humiliée par ce geste, mais la blessure qui restera dans son corps et qui durera peut-être 30, 40, 50 ans, saura que rentrer à la maison, elle n'aura pas pu dire à papa, maman, ce qui lui est arrivé. Et ce silence, ce non-dit, fera qu'elle inscrira dans son corps, par exemple, des angines à répétition, un cancer de la gorge. Moi, je travaille beaucoup avec les médecins, les psychologues, les thérapeutes. Aujourd'hui, nous le savons. Nous savons que les somatisations, quand nous écoutons comme ça les cancers, les kystes, les fibromes, les ulcères, les scléroses en plaques, enfin, ces grosses somatisations qui surgissent dans la vie d'un adulte, aujourd'hui, nous savons que quand nous permettons à un homme et une femme de se dire, eh bien, on va entendre une blessure cachée, un non-dit, un silence, une violence sexuelle. Ça peut même aller jusqu'au suicide. Et même, ça peut même aller au suicide, effectivement, si on n'arrive pas ni à se dire, ni à être entendu. Voilà les violences que nous introduisons dans notre vie par l'incommunication. Ici et maintenant, 88.2 FM, nous sommes en compagnie de Jacques Salomé, écrivain, qui était pour 3 jours seulement à Paris de passage et qui a eu la gentillesse de venir aujourd'hui. Tout ça grâce à Marie-Jeanne Denis. Marie-Jeanne, je vous laisse la parole maintenant. Est-ce
On va tous chez le psychanalyste ou qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va voir. Alors, tout est ouvert, c'est vrai. Les psychanalystes, les thérapeutes de tous bords, les voyants. Je ne sais pas si vous savez le chiffre d'affaires. Si vous savez le chiffre d'affaires incroyable des gens vers qui on va en désespoir de cause parce que nous sommes porteurs d'interrogations, d'angoisse et d'inquiétude, c'est 21 milliards. Or, je ne sais pas si vous savez que le chiffre global de toutes les consultations médicales, c'est 7 milliards. Donc 3 fois le chiffre de toutes les consultations médicales auxquelles les gens vont et se font rembourser. Et 21 milliards sans remboursement de sécurité sociale. Donc les gens, quand ils sont dans la désespérance, quand ils sont dans la détresse, dans l'angoisse de ne pas comprendre ce que dit leur corps, de ne pas comprendre les répétitions qu'ils introduisent, les échecs amoureux, les coinçages relationnels avec papa, maman, les enfants, un partenaire, eh bien, ils vont voir, j'ai envie de dire, ils vont frapper à toutes les portes. Oui, mais c'est un peu dangereux parce qu'il y a aussi un peu de tout dans... Avec tous les pièges, oui, avec tous les malentendus, toutes les bavures. Alors, il ne m'appartient pas de dénoncer cela. Chacun a la liberté de se piéger et d'entretenir sa souffrance, au contraire, de tenter de frapper à la bonne porte. La bonne porte. C'est un thérapeute qui permettra, et j'appelle thérapeute toute personne douée d'écoute, toute personne capable de se décentrer sur quelqu'un pour lui permettre d'entendre ce qu'il dit justement avec une somatisation. Quand un enfant, par exemple, fait des verrues, quand un enfant fait pipi au lit, quand un enfant, une petite fille devient boulimique, prend 5, 10, 15 kilos, ou qu'elle devient anorexique, qu'elle perd 10, 15, 20, 30 kilos parfois, et qu'elle va peut-être même mourir tellement elle va détruire son corps par cette non-appétence de la vie, eh bien elle dit quelque chose. Pour moi, toutes les somatisations sont des langages avec lesquels les enfants, les ex-enfants que nous sommes, nous allons tenter de dire désespérément, pathétiquement, violemment, ce qu'on ne peut pas dire avec des mots. Et alors on va voir tout le monde, effectivement, on va tenter de se faire entendre de tout le monde, mais avec, c'est vrai, vous le dites justement, avec des charlatans parfois, avec des fumistes, avec des gens qui ramassent notre argent, c'est vrai, et qui ne nous donnent pas peut-être l'écoute ou la réponse appropriée. Mais ça, c'est la grande misère humaine, la grande misère humaine de pouvoir se faire entendre, et nous sommes prêts à payer le prix fort. Vous pensez que c'est un moyen de réduire le déficit de la sécurité sociale? Le moyen de réduire, je vais le dire très simplement, il y a un moyen, oui, de réduire le déficit de la sécurité sociale, c'est d'apprendre la communication à l'école. Ça, c'est un moyen qui fera chuter de la moitié, des 2 tiers peut-être, les charges médicales, les charges d'intervention, mais bien sûr, puisque nous le savons aujourd'hui, quand on ne peut pas, je vais vous donner un témoignage que j'ai eu récemment d'une femme médecin. Elle traite un enfant depuis 6 mois pour constipation. Elle lui a donné beaucoup de traitements, elle lui a fait faire beaucoup d'examens. Ça coûte un prix fou, les examens. Examens biologiques, examens chimiques, examens physiologiques, les scanners, etc. pour savoir si c'est pas dans le côlon, si c'est pas dans l'estomac, si c'est pas dans le sein, etc. Bon, elle n'a rien trouvé. Elle entend parler, toujours à travers une de mes cassettes, de mon travail sur les symbolisations des maladies. Et voici ce qu'elle me dit. Elle me dit, à une visite, la maman amène ce petit garçon de 6 ans, et je lui offre un coquillage. Je lui dis, tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on garde, qu'on retient. Vous voyez, elle a fait un lien entre la constipation et la rétention. Et donc, ce qu'on retient et qu'on a envie de dire, c'est possible de le dire à ce coquillage. Dans ce coquillage, si tu le mets contre l'oreille, tu vas peut-être entendre la mer. Nous avons tous entendu cette phrase quand on met, eh bien, je ne sais pas si vous entendez entre les lignes, la mer. Et à ce coquillage aussi, on peut lui parler. Elle me dit, je n'ai plus revu l'enfant. La mère est venue me voir pour un renouvellement de pilules et je lui parle et je lui dis, votre petit, elle me dit, ah, j'avais oublié de vous le dire, la constipation est terminée. Bon, ça semble, vous voyez, ça semble de l'ordre du miracle ou du coup de baguette magique, pas du tout, pas du tout. Et je voudrais le dire, je réponds d'ailleurs à une de vos questions. Chacun d'entre nous a un pouvoir thérapeutique fabuleux s'il accepte de travailler plus sur son imaginaire, d'oser plus son imaginaire, de symboliser
de symboliser un certain nombre d'expériences de vie. C'est vrai que si j'ai perdu, par exemple, ma mère, et que j'ai pas eu le temps de lui dire avant qu'elle meure tout l'amour que j'avais pour elle, parce que peut-être que je lui en voulais aussi. J'imaginais qu'elle aimait plus mon frère que moi, etc. Qu'importe. Et une fois qu'elle est morte, je vais peut-être inscrire une dépression en moi. Est-ce que je me donne les moyens d'aller déposer sur sa tombe, de lui faire une lettre d'amour, de créer un objet, une peinture qui va traduire tout l'amour que j'ai pour elle? Le nombre, par exemple, de jeunes filles, de jeunes femmes qui n'ont jamais pu dire à leur père tout l'amour qu'elles avaient. Parce qu'à un moment donné, au moment de l'adolescence en particulier, c'est créer une rupture, c'est créer un décalage, un refus. Et il faudra attendre ensuite que le père soit sur un lit d'hôpital, qu'il soit dans le coma pour oser lui dire « Papa, je t'aime », tellement ça nous a fait peur de lui dire cela. Eh bien, je propose, moi, de ne pas attendre que le père soit dans le coma. Je propose de ne pas attendre qu'il soit sur un lit d'hôpital. Je propose d'écrire des contes, je propose d'écrire des histoires. Je propose d'utiliser le langage symbolique, le langage poétique pour dire ce qu'on ne peut pas dire au niveau réaliste, ou qui est si difficile. J'entendais un homme qui me disait « J'ai 40 ans, mon père a 68 ans, j'ai envie de lui dire « Papa, je t'aime ». Mais dans ma tête, je pense que si je lui disais cela, il se redresserait, il me dirait « Ça va pas, t'es malade ». Alors ce « Je t'aime », eh bien, je ne l'ai jamais dit. Je l'ai refoulé, je l'ai réemmagasiné à moi. Et qu'est-ce que je vais en faire? Il va en faire une ulcère? Parce que ne croyez pas que les ulcères, ce sont des traumatismes nécessairement qui nous sont arrivés. Beaucoup de cancers et d'ulcères sont issus d'amour que nous n'avons pas pu dire à quelqu'un que nous aimions. Pourtant, c'est pas difficile de dire je t'aime. Si, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que personne nous a appris. Parce que nous avons peur que l'autre rejette notre amour. Nous avons peur qu'il ne le prenne pas bien. Nous vivons dans un monde, bien sûr, je peux dire je t'aime quand je pense que je vais séduire l'autre. Quand je suis un dragueur et je rencontre cette jeune femme et elle me plaît beaucoup, alors je vais peut-être la séduire en lui disant des je t'aime, mais des je t'aime qui investissent la personne, et en particulier les je t'aime relationnels, le je t'aime que je peux dire à ma fille, le je t'aime que je peux dire à mon père, le je t'aime que je pourrais dire à ma mère. Oui, ce sont des je t'aime qui sont très difficiles à dire. Oui, je connais des milliers de personnes qui n'osent pas dire je t'aime. Ne croyez pas, c'est une des choses les plus difficiles. Vous savez, quand je travaille avec des gens, je dis qu'est-ce qui serait le plus important à dire à ton père ou à ta mère? Ils me disent quelque chose. Qu'est-ce qui serait le plus difficile? Ils me disent quelque chose. Qu'est-ce qui serait le pire à leur dire? C'est je t'aime. Ça vous surprend, c'est vrai, c'est très difficile. Nous sommes vraiment, vous savez, nous sommes des constipés de la tendresse. Surtout les hommes en particulier, ça nous fait très très peur. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle Apprivoiser la tendresse et qui montre la tendresse dans le cycle de la vie, qui est un peu le complément de ces contes à guérir, contes à grandir. Parce que je crois que la tendresse, par exemple, nous avons peur parce que nous avons peur de l'érotisation possible. Si je touche quelqu'un, si je m'approche, si je souris, moi quand je souris à une femme dans la rue, elle change de trottoir, elle croit que je la drague. Oui, mais enfin quand même, on va pas tout de suite penser au sexe. Ne croyez pas, ne croyez pas. Il y a deux grandes peurs, deux grands ennemis à la tendresse, l'érotisation, la peur de l'érotisation et la peur du regard de l'autre. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Par exemple, c'est une de mes filles qui a 22 ans cette année, mais qui avait 5 ans à l'époque, qui m'a appris à faire le plein. Comme je m'absentais souvent, j'étais professeur, je faisais des sessions de formation de 8 jours, et chaque fois que je m'absentais, elle faisait un peu le cirque, elle me réclamait. Alors un jour, on a appris à faire le plein, je l'ai pris contre moi, et silencieusement, comme ça, on est resté l'un contre l'autre. Je me rappelle, je dis, allez, ça va, t'as fait suffisamment le plein? Elle m'a dit, non, encore quelques litres, tu vas partir longtemps. Et c'est devenu, voyez-vous, une habitude chez moi, chez nous, dans ma famille. Et donc aujourd'hui, mes fils qui ont 30 ans, qui mesurent 2 têtes de plus que moi, quand je ne les ai pas vus sur un trottoir, un quai de gare, je vais vers eux, je les prends dans mes bras, et c'est bon, vous savez, pour un homme, d'être pris comme ça dans les bras de notre homme, sans inquiétude, sans ambiguïté. Mais du coin de l'œil, je vois une bulle dans la tête des passants, et dans cette bulle, il y a « oh, cela, c'est des homosexuels ». Nous avons très peur du regard de l'autre, et ça freine beaucoup la tendresse.
Marie-Jeanne? Tout à l'heure, vous avez dit que les femmes trouveront plus d'hommes pour vivre une vraie relation de couple et pas l'inverse, les hommes ne trouveront pas de femmes. Oui, ne trouveront pas de femmes et les femmes ne trouveront pas d'hommes. Les deux cas sont possibles. Bien sûr, mais je voudrais quand même dire que depuis 25 ans, 30 ans à peu près, mais disons surtout 20 ans, ce sont les femmes qui font bouger la communication en Occident. Voilà. Vraiment. Elles ne se contentent plus, vous voyez, de faire le ménage, le repas, de s'occuper des enfants. Elles veulent aussi être reconnues, entendues. Elles veulent communiquer, mettre en commun. J'ai participé à la même enquête à 15 ans d'intervalle pour une grande revue féminine. Il y a 15 ans, demandé quelles sont les qualités que vous attendez d'un partenaire. Ce qui venait il y a 15 ans en tête de liste et de très loin, c'était le grand amour, la fidélité. Aujourd'hui, ce qui vient et de très loin en priorité, c'est la tendresse et la communication. Parce qu'aujourd'hui, les femmes savent que ce n'est pas le grand amour, que c'est une sorte de leurre, le grand amour, que s'il n'est pas nourri, comme vous disiez tout à l'heure, s'il n'est pas alimenté, vivifié par une communication vivante, eh bien les grands amours périssent, se transforment vite en braise et en cendres, et il n'y a que rien. Donc les femmes savent cela aujourd'hui, les hommes pas encore, et je les plains parce que je le vois d'ailleurs. Quand une de mes filles, par exemple, elle fait des rencontres, elle me dit « Ah, j'ai rencontré Nicolas, il fait du surf, il joue du saxo, il danse le rock comme un dieu, etc. » Mais elle me dit « Au bout de 5 minutes, je m'emmerde avec lui, je m'ennuie. » Elle dit vraiment, et je sais que celui-là, il ne fera pas long feu. Quel que soit, voyez-vous, l'intérêt, l'affection, c'est un type formidable, baraqué, il fait de la planche à voile, etc. Mais elle me dit, il n'a rien à dire. Pour lui, ça va toujours tout bien. C'est ça le décalage incroyable entre les hommes et les femmes. Je vais montrer par des gestes. Les hommes ont tendance à parler ici, c'est-à-dire avec la tête, avec les généralisations, avec l'idéologie. Ils font de la politique. Pour un homme, le tiers-monde, il est toujours à 10 000 kilomètres. Il ne voit pas que le tiers-monde, il est dans le lit conjugal. Quand on impose ses désirs à l'autre, sans se soucier s'il en a ou s'il n'en a pas. Et les femmes parlent plutôt ici, je montre mon ventre, dans l'ordre du ressenti, dans l'ordre des émotions, dans l'ordre du vécu. Et voyez, ce décalage entre la tête et les émotions et le ventre fait que souvent ils ne se rencontrent pas. On le dit d'ailleurs dans le langage populaire, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est le grand drame d'aujourd'hui pour les hommes et les femmes. C'est la cause de tous nos divorces? Pas la cause, mais une des causes, oui. Une des causes de beaucoup. Je vous le dis d'ailleurs, vous le savez peut-être autant que moi, 2 couples sur 4 aujourd'hui se séparent. 3 couples sur 4 dans la région parisienne, dans les grandes métropoles. Et dans 10 ans, je vous l'annonce, 4 couples sur 4. Parce que je le répète, ce ne sont pas les sentiments qui maintiennent 2 êtres ensemble. Les sentiments, c'est la qualité de la communication, c'est d'apprendre à se dire et être entendu, c'est de vous inviter à vous dire et que je puisse vous entendre. Vous savez, les Américains sont friands de statistiques. Ils ont compté que la durée moyenne de la communication journalière du couple américain, c'est 2 minutes et demie par jour. Et la télévision? C'est fou, c'est fou. Mais la France, c'est le double, 5 minutes. Mais c'est pas mieux. C'est vrai, parce que la télévision, c'est vrai. Alors que c'est un outil de communication fabuleux, mais c'est vrai que c'est mal utilisé. Quand je vais voir, par exemple, un film aussi fabuleux que Danse avec les loups, j'entends à la sortie du cinéma des couples, et j'entends l'un des deux qui dit alors, c'était bien, hein? Oh, oui alors, ça y est, ils ont communiqué. Mais non, il ne suffit pas de dire c'était bien, il faut que l'un des deux ose dire à l'autre, voici moi qu'est-ce qui m'a touché dans ce film. J'ai aimé la fille, j'ai aimé Kevin Costner, ou j'ai aimé voilà, qu'il puisse dire ce qu'il a trouvé, et que l'autre puisse dire, et moi par contre c'est plutôt ça qui m'a parlé, que j'ai trouvé superbe, admirable, etc. C'est ça communiquer, c'est mettre en commun des différences. La mythologie qu'il y a dans notre monde, c'est qu'on croit que communiquer c'est s'entendre, c'est se mettre d'accord. C'est pas se mettre d'accord, communiquer, c'est dire nos différences. Et ce qui sépare aujourd'hui, ce qui fait une sorte d'appauvrissement, vous savez, je dis souvent, le Sahel relationnel, il n'est pas en Afrique, le Sahel relationnel, il est en Europe, dans les pays développés économiquement, dans lesquels il y a une pauvreté
une misère, une sorte de paupérisme relationnel incroyable, nous en crevons. D'où l'importance. Alors je reviens sur ce livre de Contes à guérir, de Contes à grandir. C'est vrai que ça nous permet d'être plus nous-mêmes, ça nous permet de transformer la mise en mots en mise en mots, d'oser se dire avec cette liberté que donnent les contes. Et quand je vois d'ailleurs la façon dont des enfants, dont des femmes, dont des hommes, par exemple, j'ai fait cette conférence sur les contes à Bordeaux il y a 3 mois. Et depuis, j'ai reçu 2 lettres d'hommes. Et j'ai été émerveillé que ce soit des hommes, justement, parce que je sais qu'ils sont en difficulté. Et ces 2 hommes, l'un me disait, moi je dirige une grande entreprise, je suis quelqu'un d'assez important dans mon domaine, j'ai un enfant de 9 ans qui faisait caca dans sa culotte. Et ça, c'était insupportable pour moi. J'avais envie de l'étrangler. C'était une source de conflit entre ma femme, sa mère et moi, elle qui cherchait à le comprendre, et moi qui ne supportais pas que mon fils à 9 ans fasse caca dans sa culotte. Je vous ai écouté dans la conférence, et j'ai eu l'idée d'inventer un conte, je l'ai raconté à mon fils, et le caca s'est arrêté. Il me disait, c'est temps, je voudrais vous remercier, mais une fois de plus, vous voyez, c'est moi qui le remerciais. Je trouve merveilleux que cet homme soit sorti de son rationalisme, soit sorti de sa logique, soit sorti de ses certitudes, pour descendre d'un cran, entrer dans l'imaginaire, entrer dans le symbolique, et fasse un petit conte à son fils, et que cet enfant se sente enfin entendu, et qu'il arrête cette mise en moque qui consistait à faire caca dans sa culotte. Il est 16h46, je vais vous proposer une chanson, puis on va reprendre. Vous êtes sur Ici et Maintenant, 88.2 sur la modulation de fréquence, il est 5h moins 10. Nous sommes en compagnie de Jacques Salomé, écrivain qui vient de publier son dernier livre aux éditions Albin Michel, Contes pour grandir, Contes pour guérir, en compagnie aussi de Marie-Jeanne Denis. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous ne pensez pas que les enfants, le soir, avant de s'endormir, on devrait leur raconter des histoires, mais peut-être pas forcément des histoires écrites, mais inventer des histoires ou des contes avec eux? Tout à fait, tout à fait. Ce sera un beau cadeau vraiment à leur faire, en partant d'un petit événement de la vie quotidienne et en le transposant comme cela. Il ne suffit pas que le conte peut être très court. Il peut être, par exemple, c'est une façon aussi de faire un conte. Une femme me disait, une mère de famille me disait, quand je vais embrasser mon fils dans sa chambre, et que avant de sortir de la chambre, je lui envoie un baiser sur ma main. Et chaque soir, c'est un baiser différent. Un soir, c'est un baiser montgolfière. Un autre soir, c'est un baiser papillon. Un soir, c'est un baiser oiseau. Un baiser arbre. Un baiser chanson, etc. Et je vois toujours le regard étonné, l'attente de mon fils qui attend comme ça ce qui va sortir de ma main. Vous voyez, ça dure 3 secondes, et bien chaque fois, et ça fait rêver l'enfant, ça permet à l'enfant peut-être d'être accompagné par ce papillon, par ce baiser oiseau, par ce baiser orchestre, par ce baiser bateau, etc. Jacques Salomé, on va complètement improviser, puisque rien n'est préparé. Il était une fois un escargot. Oui. Il était une fois un escargot qui était très très timide. Il était tellement timide qu'il était toujours dans sa coquille. Et cette coquille, à la fois le protégeait, et en même temps quand même l'empêchait par exemple de voir le ciel, l'empêchait peut-être de regarder les étoiles, l'empêchait peut-être même de sentir les odeurs qui étaient autour de lui. Alors cet escargot, est-ce qu'il allait prendre le risque de sortir? Est-ce qu'il allait prendre le risque de se hasarder un tout petit peu hors de sa coquille? Mais ça, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Chacun d'entre vous entendra à sa façon s'il prendra le risque, lui, de sortir de sa coquille. Cet escargot était timide? Il était très timide, oui. Et comme chacun d'entre nous, souvent, quand il s'agit des choses essentielles, vous savez que nous avons beaucoup de mal à nous dire. Nous avons du mal à dire l'essentiel. Nous avons du mal à parler de nous. Nous avons du mal à oser dire tout à l'heure je t'aime, mais pas aussi ce qui ne va pas bien. Nous avons du mal à dire les blessures cachées. Alors nous sommes souvent enfermés dans notre coquille. Et souvent le silence, souvent les somatisations sont les coquilles de protection dans lesquelles nous nous mettons pour ne pas nous montrer, pour rester comme ça, terrés dans nos peurs, terrés dans nos doutes, dans nos incertitudes. Alors c'est vrai que nous les hommes, nous partons trop souvent dans le faire. Nous sommes passés souvent, je le dis, trop vite de l'âge de la pierre à l'âge du fer. F-A-I-R-E. Et alors c'est l'action, c'est le football, c'est le travail, c'est le bricolage, etc. Et je crois qu'il faudrait passer à l'âge de l'arbre, à l'âge de l'être.
Oui. Jeanne. Non, j'étais encore sous le charme du conte, là, j'étais dans mes pensées. Je sais pas, non, c'est pas grand. Il reste encore un peu de temps, je peux lire un petit conte. Il nous reste encore 7 minutes. Oui. Mais si je vous dis, il était une fois une coccinelle. Une coccinelle. Et moi, quand j'entends coccinelle, j'entends bête à bon Dieu. Et bête à bon Dieu, c'était les bêtes à bon Dieu de mon enfance. Ça veut dire que ces bêtes-là, il ne fallait pas leur faire du mal. Il ne fallait pas les écraser. Il fallait les protéger. Il fallait même prendre le risque de les laisser venir sur le dos de la main pour qu'elles puissent prendre leur envol, pour qu'elles puissent comme ça aller se déposer sur un arbre, sur une plante. Mais elle avait tellement honte de se montrer qu'elle devenait toute rouge. Et oui, elle rougissait de honte, cette coccinelle. Alors que elle se demandait comme ça, mais qu'est-ce qui me fait rougir? Qu'est-ce qui me fait rougir autant? Et peut-être qu'un jour, elle a pu dire à quelqu'un ce qui la faisait rougir. C'est qu'elle avait des désirs en elle. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les coccinelles, elles ont des désirs. Comme nous, comme chacun d'entre nous, des désirs qui ne sont pas toujours avouables, mais pas des désirs sur l'autre, des désirs vers l'autre. Le plus beau des désirs, c'est d'avoir un désir vers l'autre, et non pas un désir sur l'autre. Et cette coccinelle, donc, qui avait plein de désirs vers l'autre, peut-être qu'un jour elle prendra le risque de les dire, de les énoncer. Parce que dire son désir, ça ne veut pas dire qu'il va être réalisé, ça ne veut pas dire qu'il va être satisfait, qu'il va être comblé. Dire son désir, c'est simplement dire le mouvement qui nous porte vers l'autre. Nous sommes des êtres de désir, nous sommes tous des coccinelles. Une rumeur s'était répandue dans ce pays-là. D'abord silencieusement, puis de façon plus insistante. Il y a comme cela des paroles muettes qui circulent entre des êtres en recherche. Quelqu'un prétendait connaître l'existence d'un sage qui avait découvert tout seul le chemin de la liberté. Un adolescent, un jour, entreprit le voyage et se renseigna. On lui indiqua une direction, et sur le chemin qu'il suivit, il rencontra l'amour d'une qui ne cherchait pas la liberté, mais qui avait surtout besoin d'être aimée. Il l'aima donc, et quand elle fut sûre d'être aimée, elle put le quitter. Il y a comme cela des amours de besoin qui s'épuisent quand ils sont satisfaits. Le jeune homme se retrouva tout seul. Il reprit sa route et rencontra une qu'il aima et se laissa aimer. Il grandit dans cet amour-là jusqu'au jour où il fut suffisamment grand pour quitter l'aimante. Il y a comme cela des amours pépinières qui permettent de croître et de grandir. Ce jeune homme reprit le chemin et durant plusieurs années parcourut la solitude. Un matin, il s'éveilla avec un désir, celui de rencontrer un autre désir. Il le rencontra et ce fut la fête. La fête dura 1000 jours et 1000 nuits. À l'aurore d'une nuit, ils se quittèrent, comblés, rassasiés, chacun tellement émerveillé l'un par l'autre qu'ils imaginèrent que rien de plus beau ne pourrait leur arriver. Ainsi chacun de leur côté multiplièrent-ils les rencontres. Lui en trouva beaucoup, beaucoup. Un jour cependant, il reprit le chemin, et sur ce chemin rencontra une femme qui lui demanda avec ferveur « Agrandis-moi, prolonge-moi, donne-moi un enfant de toi. » Il lui en donna 5. Il croyait à la générosité de la vie. Quelques années plus tard, un midi de plein soleil, il reprit le chemin. Ce n'était plus un jeune homme, c'était maintenant un homme traversé de cicatrices, à la fois vulnérable et puissant, qui s'avançait sur le chemin de la liberté. Il lui fallait encore d'autres rencontres, d'autres errances, d'autres enthousiasmes et d'autres étonnements pour découvrir et rencontrer enfin le sage qui avait trouvé le chemin de la liberté. Quand ils furent face à face, l'homme interrogea le sage sur son secret, sur le meilleur de son enseignement, sur la rigueur de sa recherche, sur le nom de ses maîtres qu'il avait eus, sur les souffrances et les thérapies qu'il avait engagées et qu'il avait traversées pour en arriver jusque-là, pour arriver à devenir sage. Et le sage ne répondit à aucune de ces questions. Il lui dit seulement « La seule connaissance intime que j'ai est liée à ma seule découverte. Je sais aujourd'hui dire non ou oui sans me blesser. Je sais aujourd'hui dire simplement non ou oui sans me blesser. Voilà la sagesse. »
Jacques Salomé, avant de vous laisser partir, sagesse, tendresse, quel rapprochement faites-vous, à part l'étymologie? Bien, je crois que la découverte de la sagesse, c'est-à-dire d'une certaine sérénité, d'une certaine confiance en soi, et peut-être aussi dans les autres, je crois passe par la tendresse. La tendresse, c'est la sève de la vie. La tendresse, c'est pas un sentiment, comme beaucoup de personnes croient. C'est une qualité de la relation que je peux établir avec quelqu'un, la qualité d'un regard, d'un geste, d'une écoute, d'un sourire, d'un abandon. Eh bien, je crois que chacun d'entre nous peut proposer cela sans risque, c'est gratuit, c'est offert comme cela, l'autre le reçoit, l'autre ne reçoit pas. Je dis souvent que la tendresse, c'est comme l'oxygène, il y en a partout, mais souvent nous ne savons pas l'accueillir et nous ne savons pas la recevoir. Être bientôt 17h, vous êtes sur Ici et Maintenant, vous allez retrouver Jean-Michel pour une antenne libre. Juste avant de nous quitter avec Jacques Salomé et Marie-Jeanne Denis, vous partez où là maintenant, Jacques? Je vais partir à Lille parce que j'ai un séminaire de formation dans